qu'il va y avoir des gens de d'autres régions qui proviennent des Trocs et des Rocs. On va avoir des organisateurs, organisatrices communautaires du 6 de la Nodière. Probablement que Valérie Lantagne du 6 se joint à nous aussi. Donc, on va être vraiment une belle gang. Les entractes de la Troquelle sont un moment de rassemblement régionaux et de plus en plus large. Donc, je tenais à vous le dire. La visio, elle est enregistrée aussi. Dans le fond, ça nous permet, après ça, de pouvoir la rediffuser sur YouTube pour les membres de la Troquelle qui ne peuvent pas participer. Donc, ça va nous permettre de la remettre en ligne. On va faire un petit retour sur quelques programmes qui ont été annoncés, des mises à jour. Je ne sais pas si vous suivez une petite affaire de l'actualité avec tous les programmes, les mesures qui sont annoncées. Mais je vous dirais, il ne faut jamais rien prendre pour acquis, puis il ne faut rien couler dans le béton parce qu'aux 2 jours, les programmes annoncés changent. Donc, c'est pour ça aussi, on aimerait bien réussir à vous faire un outil pour que vous puissiez vous retrouver dans ces programmes-là. Donc, à chaque fois qu'on avance vers un outil, ben, ce qui arrive, c'est que le programme change. Donc, un jour, on sera en mesure de vous envoyer un petit résumé. Mais d'ici là, on va prendre le temps de façon de vive voix là, de vous en parler. Ensuite de ça, on va parler du rapport d'activité. On a une petite présentation qui va suivre notre présentation. Donc, voilà, Maya. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que ça va bien ce matin. Rappel des différents programmes. En fait, j'ai eu beaucoup de courriels dans les derniers jours et quelques appels concernant le PIRT, donc le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels. Si ce nom-là vous dit rien, ça concerne la possibilité d'un 100 $ de plus de manière hebdomadaire pour les travailleurs, travailleuses essentiels. Dans la liste qui a été envoyée par le gouvernement, les travailleurs du communautaire sont indiqués. Donc, ce que je tiens à préciser par rapport à ce programme-là, ça s'adresse vraiment aux travailleurs qui ont un salaire hebdomadaire de moins de 550 $ brut par semaine, okay? Donc, ils peuvent faire la demande. Ne cherchez pas le formulaire actuellement pour faire la demande. Il va être disponible seulement à partir du 17 mai. Okay? Donc, il y a beaucoup de gens qui m'appelaient pour me dire « mais le formulaire est où? » Donc, avec la multiplication des programmes, ils ont comme divisé les différents programmes, donc disponible à partir du 17 mai, mais rétroactif au 15 mars. Okay? Et les sommes vont être versées là, à partir du moment de la demande du 17 mai, les sommes devraient être versées là, une dizaine de jours plus tard. Donc, ça convient aux travailleurs, travailleuses temps plein, temps partiel. Donc, dans le courriel de la Troquelle, là, il y avait les liens justement là, pour aller voir l'ensemble des informations, mais je voulais juste refaire un petit tour à ce niveau-là. Là, il y a une question, est-ce que les personnes sur Pass Action sont éligibles? C'est une très bonne question, Marie-Chantal. Je n'ai pas la réponse, mais je vais la fouiller. On va regarder dans les spécificités du programme. Et si on la trouve, on pourra la rajouter dans nos infos de la Troquelle. Évidemment, c'est ça, hein, la joie des programmes, c'est qu'il y a tellement de petits détails comme ceux-là qu'il faut chercher, puis ils ne sont pas toujours non plus accessibles, mais on va aller poser la question. Donc, ça va pour le PIRT. Est-ce que c'est la personne, l'employé qui fait la demande? Oui, c'est l'employé. Oui, c'est une bonne question. Donc, c'est chaque employé qui doit faire la demande. Il y a un groupe qui me demandait est-ce que tout le monde de l'organisme doit faire la demande? Non, c'est vraiment un choix. Je vous dirais aussi, pour tous les programmes, là, c'est des montants qui sont imposables à la majorité. Donc, il faut aussi réfléchir aux impacts financiers que ça peut avoir. Des fois, de passer d'une braquette à l'autre au niveau des impôts, au niveau des allocations pour les enfants. Donc, il faut quand même réfléchir sur l'impact dans les impôts de l'année prochaine. OK? Même chose pour le 2000 par mois. Là, il n'y a pas de montants qui sont enlevés actuellement, mais quand les impôts vont se faire l'année prochaine, c'est là que les montants on va aller les rechercher à ce moment-là. Donc, je conseille quand même de toujours bien évaluer la situation avec l'employé, voir les impacts que ça peut avoir. Mais ça peut être des bonnes sommes au bout de la ligne. Donc, ça peut avoir un impact. Donc, voilà. Ensuite, vous avez peut-être entendu hier, vous vous souvenez, la subvention salariale d'urgence de 75 % mis en place par le gouvernement fédéral pour subventionner 75 % des salaires.
Ce qui avait été annoncé il y a une semaine environ, c'est que l'organisme devait démontrer qu'il y avait une baisse de revenus d'au moins 30 %. Okay? Ça, c'est ce qu'on nous disait la semaine dernière. Hier, ce qui a été annoncé, c'est qu'on baissait le pourcentage. Donc, il faut démontrer qu'on a une baisse de revenus d'au moins 15 % pour le mois de mars et on prend les mois de janvier et février comme référence. Okay? Donc, ils ont changé les mois de référence et ont diminué le pourcentage également. Ça touche les organismes à but non lucratif. Donc, c'est rétroactif aussi. Ça va être rétroactif au 15 mars et c'est pour une période prévue de 3 mois, mais qui pourrait être prolongée. Ce que je tiens à dire qui est important dans ce programme-là, il y a eu des petites chicanes politiques entourant le programme. Donc, il ne sera pas mis en place immédiatement, dans le sens où les libéraux conservateurs, les conservateurs voulaient s'assurer justement qu'il y avait un processus de reddition de comptes quand même solide qui va être mis en place par le gouvernement fédéral, demande des rencontres, un retour temporaire à la Chambre des communes pour parler de ce 75 % là. Donc, n'allez pas chercher le formulaire pour le remplir actuellement. Ça ne sera pas tout de suite. OK? Donc, on va suivre l'évolution, nous aussi, quand le programme va vraiment être adopté là, à la Chambre des communes. On va vous tenir au courant, mais ça peut quand même toucher les organismes là, de passer de 30 à 15 % de diminution. Est-ce qu'il y avait des questions? Vous pouvez les écrire dans le chat s'il y en a. Pour moi, Hugo, c'était les 2 programmes. Ouais. En fait, depuis la semaine dernière, on parle vous avez sûrement lu ou entendu parler du fonds d'urgence du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les organismes financés au PSOC. Là, vous vous dites, hey, j'ai pas eu d'informations à ce sujet-là. C'est tout à fait normal. Le ministère ne l'a toujours pas lancé et on a eu une rencontre hier à ce sujet-là. Et en ce moment, les programmes sont en analyse au Conseil du Trésor. Donc, on nous a dit qu'il travaillait fort à ce que ça descende le plus rapidement possible, mais en ce moment, on n'a pas la date effective. Par contre, on a eu des bonnes nouvelles dans nos discussions, c'est-à-dire que le fonds va être administré par les CIS et les CIUS. C'était une de nos revendications parce qu'on a vu certaines sommes descendre par des regroupements. Puis là, quand les organismes n'étaient pas membres de certains regroupements, il n'y avait pas accès à du financement. Et donc, on voulait surtout éviter ça. Aussi, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de formulaire de demande de subvention, mais que ça allait être plutôt en mode répartition fait par le CIS sur la question des besoins exprimés déjà par les groupes depuis presque 4 semaines. Donc, on va travailler de concert avec le CIS à ce niveau-là. Et le bout qui, je dirais, blesse, c'est la question de la reddition de comptes parce que le ministère veut démontrer, pas le ministère, mais en fait, le gouvernement veut démontrer l'action. En ce moment, la proposition de reddition de comptes ne convient pas du tout. C'est beaucoup trop serré, beaucoup trop d'informations. Donc, on est encore à travailler avec le ministère pour s'assurer que ces sommes-là soient disponibles le plus rapidement possible et que vous y ayez accès de façon simple et que ça alourdisse pas votre travail. Donc, dès qu'on va avoir les informations plus précises, on va vous tenir au courant. Par contre, avec le CIS, on a déjà une rencontre de travail la semaine prochaine dans le but de préparer une possible répartition. On n'attendra pas l'annonce officielle pour se mettre en travail pour que quand les sommes vont arriver, que ça puisse descendre le plus rapidement possible. Donc, pour l'instant, c'est les informations qu'on a par rapport à ça. Il y avait Nathalie qui spécifiait l'importance justement que les groupes documentent bien leurs besoins. Absolument. Dans les circonstances. En passant, on voit vos messages passer à côté. Inquiétez-vous pas, moi je prends des notes en même temps aussi dans les commentaires que vous faites. Donc, ça fait le tour un petit peu, une mise à jour des différents programmes. On va pouvoir passer à la partie sur le rapport d'activité. De la manière qu'on va fonctionner, on vous invite beaucoup à utiliser le chat pour vos questions pendant la présentation. Donc, nous, ça permet de voir vos questions et de pouvoir ne pas l'oublier. Dites-vous que des fois, on n'y répondra pas nécessairement en temps réel
mais en les voyant dans le chat, ça nous permet de faire le suivi de vos demandes. Puis à la toute fin là, de la présentation, on pourra y aller en micro ouvert pour vos différentes questions. Je vais partir un partage d'écran pour que vous puissiez voir la présentation. Oui, donc vous allez voir à l'écran, quand Hugo va le partager, un PowerPoint, en fait, que vous allez pouvoir suivre en même temps qu'on va faire la présentation. Donc, ça va vous aider à suivre. En fait, oui, on est en période de COVID, mais on n'a pas le choix hein, quand même de faire notre rapport d'activité. Hugo, tu sais que ce n'est pas le PowerPoint qu'on voit actuellement. On voit comme les dossiers. Non, moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Au début, on avait ton PowerPoint, puis là, on est sur la page. Là. Oui, voilà. On va y arriver, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça, on n'a pas le choix de faire le rapport d'activité. Inquiétez-vous pas, on va vous expliquer dans la présentation où en sont les ministères. Oui, là, c'est bien, Hugo. Super. On va vous expliquer où en sont les ministères par rapport à la reddition de comptes, parce que là, on se demande, est-ce qu'on va pouvoir reporter? Est-ce qu'on ne pourra pas reporter la reddition de comptes plus loin? Oui, non, on va tenter de vous donner des réponses en cours de présentation. Là, il y a une question qui apparaît. Si le document va être accessible, oui, il n'y a pas de problème. Hein. On va faire un courriel sans doute suite à ce webinaire-là avec quelques informations par rapport justement à la rédaction du rapport d'activité et à la reddition de compte. Ça sera un petit rappel en même temps là, avec différents documents dont on va vous parler. Donc, effectivement, on va vous les rendre accessibles. Donc, on va se lancer. Aujourd'hui, on parle vraiment du rapport d'activité. Par contre, il faut faire la distinction entre trois éléments, hein, qui est l'Assemblée générale annuelle, la reddition de compte et le rapport d'activité. Est-ce que c'est la même chose, ces trois éléments-là? On va prendre le temps de les distinguer rapidement. Donc, oui, on peut changer, Hugo, la diapo. Donc, quand on parle de reddition de compte, évidemment, dès qu'il y a des fonds publics qui sont octroyés aux organismes communautaires autonomes, bien, il faut démontrer qu'on utilise ces fonds-là de la bonne manière, évidemment. Donc, il y a différents cadres. Hein, les ministères ont différentes exigences, mais ce qui est important, c'est que ça respecte quand même notre politique de reconnaissance de l'action communautaire qui a été adoptée en 2001. C'est le document avec la fleur bleue. Et le cadre de référence en matière d'action communautaire adopté en 2004. Donc, nous, c'est quand même nos deux documents là, vraiment de base de référence quand il s'agit de voir est-ce que la reddition de compte va trop loin ou non. Nous, ben, nos argumentaires se trouvent beaucoup dans ces documents-là. Donc, peu importe le ministère, il doit quand même y avoir un respect de la politique. Ensuite, là, vous allez dire, ah, elle a mis des longues citations, mais je trouvais ça important. J'entends souvent des questions des membres de la Troquelle et avec raison de dire, bien, la reddition de compte, est-ce que c'est une évaluation de nos actions ou est-ce que ça devrait être une évaluation de nos actions de la part de notre bailleur de fonds? Je trouvais ça important de faire la distinction entre l'évaluation et le processus de reddition de compte. Donc, quand on parle d'évaluation, on dit que ça s'intéresse davantage à la pertinence des interventions, aux résultats obtenus, de même qu'à l'efficacité et à l'efficience, c'est-à-dire au lien entre les composantes que sont les besoins, objectifs, ressources, processus et résultats. Donc, évidemment, quand on parle d'évaluation, il y a un jugement qui va être porté sur ce qu'on présente. Toutefois, quand on parle de reddition de compte, donc ça, c'est dans le... Je vous mettrai les autres références, je me rends compte que celle-là n'a pas été mise, c'est dans le guide ministériel au niveau de santé et services sociaux. Quand on parle de reddition de compte, on dit que ça vise à déterminer si les activités de l'organisme s'inscrivent dans le cadre de la mission pour laquelle il est soutenu et si cet organisme satisfait aux exigences du PSOC. Donc, c'est le moyen pour les organismes de présenter, de faire valoir leurs pratiques. Donc, en fin de compte, la reddition de compte, c'est de démontrer que l'argent qu'on vous donne en financement à la mission, bien, vous l'utilisez pour répondre aux objets de votre mission. Donc, on voit la différence entre de l'évaluation qui est un jugement des pratiques alors qu'un processus de reddition de compte, c'est de s'assurer que vous répondez, que vous réalisez bien votre mission. Ça va pour la nuance entre les deux. Et finalement, la reddition de compte et l'autonomie, parce que des fois, on a l'impression, est-ce que ça va à l'encontre de notre autonomie? Ce que le cadre de référence en matière d'action communautaire spécifie,
c'est que sur le plan des principes, la reddition de comptes doit respecter l'autonomie des organismes communautaires et leurs spécificités, tout en répondant à des objectifs de rigueur, de souplesse, de transparence inhérentes à l'administration des fonds publics. Donc oui, vous avez une obligation de démontrer justement comment vous utilisez les fonds publics, mais à contrepartie, votre bailleur de fonds, lui, doit aussi respecter votre autonomie dans ce processus-là. Donc, la reddition de comptes ne doit pas signifier l'ingérence dans la gestion interne, ni avoir pour effet d'accroître la charge administrative des organismes communautaires. C'est une charge normale, on a une reddition de compte à faire, on doit faire notre rapport d'activité. Donc, voilà, je trouve ça important de démêler un peu les concepts pour voir vers où on s'en va ensemble aujourd'hui. Donc, quand on parle de reddition de compte, la reddition de compte, en fait, c'est un ensemble de documents. Hein, souvent, on mélange demande de financement, reddition de compte, rapport d'activité. Donc, la reddition de compte, ça comprend plusieurs documents qu'il faut remettre à votre bailleur de fonds sur une base annuelle. Bon, l'acte d'incorporation, si jamais il y a eu des modifications. Les règlements généraux, encore là, s'il n'y a pas de modification, on n'est pas obligé de les renvoyer à chaque année. Le rapport d'activité, qui fait partie de la reddition de compte. Le rapport financier, le procès verbal ou un extrait de la dernière AGA, l'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle et l'ordre du jour. Parfois, il peut y avoir d'autres documents exigés par vos bailleurs de fonds respectifs, mais on voit que la reddition de compte, c'est vraiment l'ensemble des documents. Et parfois, il y a une confusion entre reddition de compte versus votre demande annuelle de financement à votre bailleur de fonds. Pourquoi il y a ce mélange-là? C'est que souvent, on demande les mêmes informations. En effet, on remplit un formulaire, puis on vous demande, par exemple, le nom de vos administrateurs ou le nombre d'administrateurs et tout, puis on vous le demande aussi dans votre rapport d'activité, dans votre reddition de compte. Fait qu'il peut y avoir une confusion, mais c'est vraiment deux processus qui sont complètement différents. Donc, même si vous mettez une information dans votre demande annuelle, bien, ça se peut que vous ayez à la remettre aussi dans votre rapport d'activité et dans votre reddition de compte. On arrive à toutes vos questions, inquiétez-vous pas, on va y répondre très prochainement. Exact. On va passer à l'autre. Donc, le rapport d'activité, c'est beaucoup plus que des exigences administratives. Évidemment, là, il y a des obligations légales à répondre, puis on va toutes les voir, on va les passer une après l'autre par la suite. Mais c'est aussi votre moyen de présenter et de faire valoir vos pratiques, vos approches, le fait que vous êtes un organisme communautaire autonome. Ça contient toutes les informations sur votre mission, vos orientations, vos objectifs poursuivis, les activités qui ont été réalisées aussi avec les fonds publics. Et justement, ça devient un outil pour défendre et promouvoir l'action communautaire autonome au-delà des obligations légales. AGA, Hugo. Oui, en fait, avec la reddition de compte vient tout le temps la question de l'Assemblée générale annuelle. Puis des fois, ben, encore là, on mélange AGA, reddition de compte, rapport d'activité. L'Assemblée générale annuelle, c'est pas, en fait, ça va être surprenant ce que je vais vous dire, mais c'est pas une obligation de reddition de compte. Hein, parce que souvent, on associe l'écriture de notre rapport d'activité à la présentation à l'Assemblée générale annuelle. Il faut décortiquer un petit peu ça. L'Assemblée générale annuelle, dans le fond, c'est un élément de votre vie associative et démocratique qui sont régis dans vos règlements généraux. Évidemment, là où la confusion va naître, c'est parce que les bailleurs de fonds vont vous demander que certains documents soient soit présentés ou adoptés pendant votre Assemblée générale annuelle. Et donc, c'est pour ça qu'on va souvent associer l'AGA à la reddition de compte. Alors que l'Assemblée générale annuelle, il faut vraiment le voir comme une façon de répondre à notre vie démocratique. Vous avez dans vos règlements généraux vos processus pour les assemblées. C'est sûr qu'au niveau du programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, en santé et services sociaux, il y a un délai qui est prescrit, c'est-à-dire que les organismes ont 3 mois suivant la fin de l'année financière pour tenir l'AGA, puis pour faire les présentations de documents. Ce qui n'est pas nécessairement la même période pour chacun des bailleurs de fonds au niveau des différents ministères. Donc, évidemment, c'est important de s'y référer. Puis, c'est aussi le fait que l'AGA, c'est une obligation légale. Hein? Le pourquoi on va tenir une assemblée générale annuelle, c'est parce qu'on a une charte et cette charte-là nous donne des responsabilités qui sont liées à la loi sur les compagnies. Hein? On va dire que les OBNL font partie de la loi sur les compagnies, en fait, la 3e partie de la loi.
eh bien, c'est une exigence à ce niveau-là. Et comme je vous dis, au niveau du bailleur de fonds, parce qu'on va demander des adoptions de certains documents, bien, on va tenir la GA, présenter le rapport d'activité et ensuite les autres documents pour que ce soit vraiment un outil de l'organisme qui est déposé au bailleur de fonds. Merci, Hugo. C'est encore à toi, Hugo. Justement, il y a des questions qui viennent de popper à ce niveau-là. Je pense que ça va rejoindre beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y en est, Hugo, actuellement, de la reddition de comptes en période de la COVID-19? Exactement. En fait, il y a un seul ministère qui s'est positionné officiellement sur la question de la reddition de comptes et c'est le ministère de la Famille. Donc, le ministère de la Famille a fait parvenir aux organismes communautaires qui le financent une directive où les organismes ont une extension de 3 mois suivant la fin de l'année financière pour remettre le rapport d'activité. Évidemment, si les organismes ont déjà fait l'ensemble des documents, ils vont pouvoir les faire parvenir, mais il y a cette extension-là. Au niveau ministère de la Santé et des Services sociaux, on est en démarche au même titre que le fonds d'urgence dont je vous parlais tantôt. On est à demander au ministère, je veux dire, de nous donner des directives claires parce que vous avez probablement reçu le questions et réponses. C'est un document la semaine passée qui avait été envoyé qui disait que le ministère demandait une application avec souplesse des critères de reddition de compte. Pour nous, souplesse, c'est trop large. C'est pas une information assez claire. Donc, nous, on a fait des demandes. Puis, si vous avez vu le courriel de soit mardi ou mercredi matin, vous avez vu la position qu'on porte comme coalition des trucks, c'est-à-dire que nous, on demande qu'il y ait une extension pour le rapport d'activité plus tard que 3 mois suivant la fin de l'année financière et on demande les annulations des assemblées générales annuelles et que les AGA aient lieu en 21-22. Mais ça, c'est nos demandes, ce qui veut dire que le ministère ne nous a pas encore répondu officiellement. On nous a dit qu'on recevrait une question-réponse dans les plus brefs délais. En fait, c'est censé rentrer aujourd'hui. Ou si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera mardi. Mais il y a eu beaucoup d'écoute par rapport à nos revendications. Donc, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on ait une forme de souplesse plus directive avec des informations. Mais on est en ce moment en attente par rapport à ça. Au niveau du ministère de l'Éducation, en ce moment, on est à remplir un formulaire et la date qui a été dite est le 1er mai, avec plein de demandes comme des signatures officielles de présidence et tout. Plusieurs organismes ont déjà fait des revendications au niveau du ministère et au Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le RQAK, on est à faire des pressions au niveau de ce ministère-là, mais aussi des autres ministères qui font des bailleurs qui sont bailleurs de fonds. Au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, donc qui finance entre autres les organismes du SACEI. Souvent, ce qu'on nous a dit, c'est que la reddition de compte n'a pas lieu en ce moment, va avoir lieu à l'automne. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de directive claire et qu'on parle là aussi de souplesse. Mais au niveau du Réseau québécois de l'action communautaire autonome, donc les 4000 organismes communautaires du Québec, on demande que les directives soient les mêmes pour tous les ministères. Question d'aider l'ensemble des organismes et non pas que chaque ministère soit avec ses propres règles. Donc là, on est dans ces démarches-là. On va vous tenir au courant dès que les informations vont descendre des ministères. Puis en même temps, on est également en démarche au niveau politique parce que ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a aussi tout le volet politique actuellement qui joue un peu en notre défaveur où, comme je disais d'entrée de jeu, le gouvernement veut démontrer l'action gouvernementale, donc veut utiliser toutes les façons possibles pour démontrer ce que l'argent que le gouvernement investit donne des résultats. Donc, nous, on a beaucoup défendu le fait qu'on ne veut pas être dans ces mesures-là, mais qu'on veut plutôt continuer le travail qui se fait sur le terrain puis diminuer la bureaucratie auquel les organismes communautaires autonomes sont confrontés. Fait que je dirais qu'en ce moment, la situation, elle est encore dans le flou. En même temps, on est dans ces travaux-là depuis les 3 dernières semaines. Donc, on va vous tenir informés le plus rapidement possible. Et Hugo, il y avait un commentaire comme quoi il y avait une lettre là, qui avait été reçue de Valérie Lantagne, responsable au PSOC, disant qu'il pourrait y avoir possibilité de déposer des documents sans adoption de la GA.
Oui. Ben, en fait, on a vu ce question-réponse-là, mais le problème, c'est qu'on nous disait ça, mais qu'il y aurait quand même la tenue de l'Assemblée générale annuelle qui serait demandée. Mais nous, on veut casser comme la deuxième partie de la phrase, de dire on va pouvoir adopter en CA les documents, mais au niveau de l'Assemblée générale annuelle, il n'y aura pas d'obligation de la tenir. Mais on est en attente de cette réponse-là. Mais je vous dirais qu'en l'espace de 2 semaines, le discours a quand même pas mal changé, pas mal évolué de la part des ministères. Mais c'est ça, on n'a pas les annonces officielles. Il faut mettre de la pression. Il y a Jacques qui demande comment faire la GA sans rassemblement. Voilà, on peut utiliser Zoom. Donc, il y a plein de moyens, mais on en est là actuellement. Là. Non, puis en fait, on trouve ça drôle, mais le ministère avait quand même répondu via Zoom. Et le problème, quand on regarde ça, c'est tout le monde n'a pas accès chez eux aux outils technologiques pour utiliser Zoom. C'est pas tout le monde qui a d'ordinateur, pas tout le monde qui a une connexion rapide aussi. Hein, même sur le territoire de la Nodière, il y a des lieux où il n'y a pas d'Internet haute vitesse, donc on ne peut pas se connecter à Zoom. Puis l'autre élément aussi, c'est comme si le ministère disait ben, faites ça par Zoom là, en 15-20 minutes, ça sera fait de votre AGA. Mais c'est pas ça une Assemblée générale annuelle. C'est un moment important de notre vie démocratique. Donc, on ne veut pas, à ce moment-là, juste comme tasser ça comme une exigence administrative. Donc, Marie-Chantal, c'est exactement un des arguments qu'on a expliqué. C'est-à-dire que même pour ce qui est des comptables, les comptables vont avoir une année un peu différente. Vous avez vu les rapports d'impôts qui ont été extensionnés. Il y a des organismes en ce moment qui n'ont même pas accès à leurs locaux. Ils ne peuvent pas aller soit dans les écoles, soit dans les centres communautaires parce que les municipalités les ont fermés. Donc, d'avoir accès aux documents, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là là, qu'on pousse pour avoir ces extensions-là pour la fin d'année des organismes. J'aime bien l'image de Jacques là, dans un parc à 6 pieds de distance entre chacun. Ça pourrait faire des belles images quand même. Oui, vraiment. C'était une géant. Donc, un peu d'humour, ça fait toujours du bien. Donc, voilà. J'espère que ça répond. On n'a pas toutes les réponses, justement, on les attend, mais quand même, vous savez que c'est en démarche. Il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau régional, provincial à ce niveau-là. Donc, c'est des informations qu'on peut vous donner pour l'instant, mais évidemment, on va vous tenir au courant là, au fur et à mesure avec les courriels quotidiens de la Troquelle. Il y a Elisabeth qui dit dans son document « Les règlements généraux ont été retravaillés, donc pour la remise en reddition de compte sans adoption. » En fait, les règlements généraux sont adoptés par le conseil d'administration. Ce qu'on dit habituellement, c'est que c'est en vigueur, les nouveaux règlements généraux, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui, elle, va les adopter. Fait que quand tu feras la reddition de compte, il y aura moyen d'expliquer que ça, c'est les modifications qui ont été apportées par le conseil d'administration. Puis lors de la prochaine Assemblée générale, les membres pourront se prononcer sur les modifications. Parfait. Et Nathalie parlait de l'importance de rendre compte à nos membres. Ça va faire le pont, là, justement, avec le rapport d'activité, parce que peu importe ce qui arrive actuellement, le rapport d'activité doit être rédigé, doit être fait de toute façon, et c'est un moyen, justement, aussi de rendre compte aux membres par le rapport d'activité, puis par d'autres moyens aussi, mais effectivement, le lien avec les membres est important dans cette situation-là. Donc, est-ce qu'on va de l'avant avec le rapport d'activité? Bien sûr. Donc, il va y avoir une petite section sur l'importance du rapport d'activité en tant que tel. Et après ça, inquiétez-vous pas, on va tomber dans vraiment les obligations légales là, de manière détaillée. Puis, on pourra répondre à vos questions là, spécifiques à ce moment-là. On tenait quand même à faire le lien avec à qui s'adresse votre rapport d'activité en premier. Souvent, quand on pose la question, il y a différentes réponses qui sortent. Souvent, le mot bailleur de fonds ressort en premier, puis c'est normal, hein, parce qu'on sait qu'on a des exigences de nos bailleurs de fonds, mais on devrait avoir en tête qu'en premier lieu, notre rapport d'activité est pour nos membres. Hein? C'est notre vie associative, c'est notre vie démocratique, c'est la vie de notre dernière année qui est exprimée à travers notre rapport d'activité. Et ça permet justement aux membres d'avoir une vision complète, globale de tout ce qui s'est fait dans la dernière année. Ça permet aussi de travailler le sentiment d'appartenance et de fierté hein, par rapport aux réalisations de l'organisme pendant l'année, comment ils vont se retrouver à travers le rapport d'activité.
Ça permet de démontrer l'importance de l'action communautaire autonome aussi et que les membres puissent se l'approprier à travers le rapport d'activité. Ça, c'est un aspect hyper important qu'on travaille beaucoup, beaucoup à la Troquelle dans les dernières années et on a vu une évolution aussi dans vos rapports d'activité. Et ça permet d'écrire l'histoire de l'organisme. C'est important, ça aussi, parce qu'on le sait, on se le dit souvent, il y a peu d'écrits sur la réalité, sur l'histoire de nos organismes, sur l'évolution. Donc, les rapports d'activité sont vraiment l'histoire de votre organisme qui s'écrit d'année en année. Donc, quand on travaille dans cette optique-là, vraiment en réflexion par rapport à nos membres, même peut-être de les impliquer, on verra tout à l'heure comment, mais ça change un peu notre façon d'aborder le rapport d'activité. Puis ça peut rendre ça peut-être un peu moins lourd pour la rédaction, d'en faire une carte de visite au lieu d'en faire seulement juste un outil de reddition de compte pour notre bailleur de fonds. Donc, on peut changer, Hugo. Oui, voilà. Je sais que vous connaissez vos 8 critères de l'ACA, mais pour nous, c'était super important juste de les renommer parce que votre rapport d'activité, en fait, doit démontrer comment les fonds que vous recevez de votre bailleur de fonds sont utilisés pour réaliser votre mission. Mais n'oubliez pas que si vous recevez du financement à la mission, c'est parce que vous répondez à 8 critères de l'action communautaire autonome. Donc, c'est important de les faire transparaître à travers votre rapport d'activité. Et on va vous donner des trucs après pour ne pas alourdir, là, parce que là, vous allez dire, ouais, mais on ne fera pas un paragraphe pour chacun. Non, effectivement. Donc, on va vous donner des trucs. Donc, être un organisme à but non lucratif, être enraciné dans sa communauté, démontrer que vous avez une vie associative et démocratique, le fait que vous êtes libre de déterminer votre mission, vos approches, vos pratiques, vos orientations. Ça, c'est super important quand on parle dans le rapport d'activité, de démontrer le qualitatif et pas seulement le quantitatif, pas juste des chiffres, mais d'expliquer justement quelles sont vos approches, quelles sont vos pratiques, comment vous les mettez de l'avant. Donc, ça, c'est une façon importante de le faire. Ça, ce sont les 4 premiers critères. Et je présente les prochains? Oui. Donc, le fait qu'on est autonome, c'est les 4 prochains critères. D'avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, hein, justement dans le bout historique qu'on peut retrouver dans le rapport d'activité, de rappeler comment l'organisme a été mis en place. Ça peut justement être une belle façon de rappeler le côté citoyen de l'organisme. Avoir une mission sociale qui vise la transformation sociale, avoir des pratiques citoyennes, une approche globale et le dernier critère, avoir un conseil d'administration qui est indépendant du réseau public. Tu sais, le bout d'historique, là, comment est né l'organisme, des fois, on se dit, ouais, mais je ne le mettrai pas à chaque année, mais dites-vous que vous avez peut-être des nouveaux membres. Si vous en faites une carte de visite, quand vous allez approcher un partenaire puis vous lui remettez votre rapport d'activité, bien, lui, il ne connaît pas l'histoire de l'organisme, comment il s'est mis en place. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un petit paragraphe qui rappelle comment est né l'organisme, comment il a évolué, un peu une petite ligne du temps aussi, ça peut être un moyen de le faire qui est intéressant. Et pour les groupes en défense collective des droits, les groupes que ce n'est pas leur mission principale, vous avez les 8 critères à démontrer, mais ceux en défense collective des droits doivent démontrer 4 critères de plus. Donc, faire l'analyse politique non partisane des enjeux sociaux, réaliser des actions d'éducation populaire, organiser des activités de mobilisation sociale, et effectuer des représentations auprès des décideurs politiques et administratifs. Donc, ces éléments-là doivent être démontrés également à travers leur reddition de compte. Évidemment, quand on parle de critères, c'est aussi rattaché à nos approches, nos pratiques, nos façons de faire. Vous faites tous de l'éducation populaire d'une manière ou d'une autre. Vous faites tout de la prévention. Souvent qui est différente de la prévention qui peut être faite de manière plus formelle, justement, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et vous faites de la défense collective des droits. On en fait tous un peu, que ce soit par la signature d'une pétition, participer à des actions collectives à ce niveau-là. Et c'est important de les mettre de l'avant aussi, ces pratiques-là. Je lisais le chat en même temps. Tout est sous contrôle. Oui, tout est sous contrôle. Parfait. Ben, en fait, je vais le dire de vive voix pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a Marie-Chantal qui dit chez nous, on fait un dossier spécifiquement pour les partenaires et bailleurs de fonds, autre que le 6 à partir de notre rapport annuel qui inclut l'historique. Ça, des fois, on le voit. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une super pratique, ça, parce que cette idée-là de faire valoir comment on est, comment l'historique de l'organisme, ben, c'est une belle façon de rayonner aussi. Tout à fait. C'est une très bonne idée.
Ensuite, est-ce que mon rapport d'activité démontre bien l'identité de mon organisme? Un détail banal, là, quand je lis beaucoup vos rapports d'activité, est-ce que vous vous présentez comme étant un organisme communautaire autonome? Souvent, quand je lis les rapports d'activité, je vois le nom de l'organisme. Nous sommes un organisme communautaire qui a pour mission de... Oups, il manque juste le petit mot autonome. C'est pas grand-chose, mais si on prend l'habitude de le mettre... Oui, Hugo, je t'ai levé la main. Vas-y. Ben, en fait, on voit des fois organisme communautaire, mais des fois, on voit nous sommes un organisme à but non lucratif. Oui. Et ça, oui, on est obligé de l'être à cause du premier critère de l'action communautaire autonome. Mais dites-vous, rappelons-nous qu'il y a 60 000 organismes à but non lucratif au Québec. Et dans ces 60 000-là, ils n'ont pas tous accès au financement à la mission, ils n'ont pas tous accès au soutien qu'on a. Puis aussi, les missions sont tellement différentes entre être un OBNL et un organisme communautaire autonome qu'on souhaite que vous montriez le meilleur de ce que vous êtes. Puis là, ce n'est pas une question de les OBNL ne sont pas bons. C'est simplement que je veux vous rappeler que l'Association des pétrolières du Québec est un organisme à but non lucratif. Le club de patins artistiques de votre quartier est un organisme à but non lucratif. Donc, oui, on fait partie de ce gros ensemble-là, mais vous avez une très grande spécificité à titre d'organisme communautaire autonome. Donc, à la Troquelle, on ne vous demandera jamais assez d'utiliser le terme organisme communautaire autonome. Puis pourquoi on le fait? Bien parce que ça vous donne accès à des choses qui sont très différentes des OBNL. Puis, dites-vous que vos rapports d'activité, ben, ils sont lus et ils sont regardés au niveau régional, mais ça monte aussi au provincial, tout ce qu'on y retrouve. Donc, si nous-mêmes, on ne fait pas cette démonstration-là constante de qui on est, de comment on fait les choses d'une manière alternative et différente, ben, nos bailleurs de fonds pourraient se dire ben c'est pas nécessaire de le demander, de toute façon, ils ne le démontrent pas. Donc, c'est aussi pour se protéger et protéger l'action communautaire autonome. Donc, c'est pour ça qu'on le met tant de l'avant. Et j'ajouterais, est-ce que vous inscrivez les 8 critères de l'ACA dans votre rapport d'activité? Là, je le vois beaucoup dans les dernières années. Je donne beaucoup la formation en reddition de compte, donc on le met de l'avant, mais suite à votre petit historique et tout ça, ben, d'affirmer que vous êtes un organisme communautaire autonome, puis en inscrivant les 8 critères d'ACA, c'est pas très long, un petit encadré, ben, ça permet de venir l'assumer encore davantage. Oups. Oui, bien, le commentaire est intéressant de Nathalie qui dit « Parfois, leur rapport ne rend pas justice au qualitatif et à l'ampleur de leur implication auprès de leurs membres. » Effectivement, soyez fiers justement de vos façons de faire qui sont différentes. Mettez-les de l'avant, c'est ce qui fait justement que le lien avec vos membres est si fort. Puis effectivement, souvent, c'est ce côté-là, justement, tout le côté humain des processus. On a la chance, justement, les organismes communautaires autonomes, on n'est pas financé pour le résultat. On est financé par le financement de la mission pour les processus qu'on met en place. Donc ça, c'est vraiment important, surtout qu'on est dans une logique de gestion plus entrepreneuriale de l'État où on veut juste évaluer les résultats qu'on va atteindre, mais justement, nous, il faut être les premiers à mettre de l'avant tous les processus qu'on met en place et l'importance de ces processus-là qui mènent tranquillement à la transformation sociale. Donc oui, c'est effectivement un bon commentaire, Nathalie. Quels sont les moyens de démontrer sans trop alourdir votre rapport d'activité, parce que le but, ce n'est pas de rajouter 15 pages à votre rapport d'activité. Il y a la force des témoignages. Hein, des fois, vous pouvez intégrer, mettons, je ne sais pas, vous faites des cafés-rencontres, juste intégrer une bulle d'un petit témoignage, une phrase d'un participant, d'un bénévole, de quelqu'un qui a été là ou d'un jeune dans les maisons de jeunes par rapport à une activité. Donc, un témoignage, des fois, vaut 2 paragraphes de texte pour expliquer vos approches et vos pratiques. Donc, c'est simple de le faire. Puis, en même temps, vos membres, s'ils se retrouvent à l'intérieur du rapport d'activité de cette manière-là, on peut mettre un membre de l'organisme pour respecter la confidentialité, mais ça va développer aussi le sentiment d'appartenance par rapport à vos membres. Et effectivement, une image vaut 1000 mots. L'utilisation des photos, si vous avez les autorisations, bien sûr, c'est génial aussi. Vraiment. Et la Troquelle, veux-tu les expliquer, Hugo? Avec plaisir. Donc, depuis nos journées du manifeste La nos doigts de l'autonomie, on a mis en place différentes façons de faire rayonner l'action communautaire autonome. Et une des façons que la Troquelle a développées, c'est nos sauts de l'ACA.
parce qu'on se disait justement dans le rapport d'activité, on ne veut pas nécessairement tout le temps expliquer cette activité-là était de la défense collective des droits. Cette activité-là, c'était de l'éducation populaire. Quand on parle, par exemple, de notre historique ou de nos partenariats, est-ce qu'on va nommer que ça, c'est de l'enracinement dans la communauté? Donc, à place d'alourdir le texte, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser nos sceaux de l'ACA. Donc, visuellement, avec les sceaux de l'ACA, on met en lumière que tel paragraphe, c'est, par exemple, pour parler de l'enracinement dans la communauté. Tel autre élément, c'est l'éducation populaire autonome. J'ai parlé avec Richard Miron cette semaine qui me parlait des démarches qu'il a fait par rapport au financement à la mission globale. Ça serait une super bonne idée, Richard, que tu utilises le sceau de l'ACA du financement à la mission globale à côté de ce paragraphe-là. Donc, ça fait que les personnes qui lisent nos rapports d'activité vont revoir de façon imagée les sceaux de l'ACA. Donc, ça met en lumière nos pratiques et les critères de l'action communautaire autonome. Puis, imaginez la force du nombre. On est 160 organismes communautaires autonomes au PSOC à faire notre rapport d'activité. Donc, si ces sceaux-là sont présents, ça montre l'importance des critères de l'ACA. Puis, les organismes qui sont financés par les autres ministères qui se disent « Ouais, nous, on n'a peut-être pas cette force du nombre-là. » Non, mais reste qu'au provincial, voir les 8 critères de l'ACA, c'est important. Puis, on ne vous le cachera pas. Puis, on le dit depuis un certain temps. Il y a des fonctionnaires qui nous disent « Ah, les 8 critères de l'ACA, c'est dépassé, ça. On est ailleurs aujourd'hui, 20 ans plus tard. » D'où l'importance de si même nous, on ne les met pas en lumière dans nos outils, pourquoi eux le feraient? C'est sûr que je ne veux pas mettre la panique en disant ça. Puis, vous vous souvenez qu'on a participé à la consultation pour le prochain PAGAC, le plan d'action gouvernemental en action communautaire. Mais reste que c'est toutes des petites actions qui remettent en lumière nos critères de l'ACA. Donc, on vous invite vraiment, peu importe le ministère qui vous finance, à utiliser les sceaux de l'ACA en fonction des textes que vous écrivez. Puis en même temps, la Troquelle va vous renvoyer aussi l'outil qu'on avait fait avec les critères, avec les sceaux et les définitions que vous pouvez inclure directement. C'est du matériel déjà prêt que vous pouvez insérer dans votre rapport d'activité. Oui, en fait, c'est comme une légende. J'ai vu l'année passée, il y a quand même des organismes qui l'ont fait, puis ça fait super beau dans les rapports d'activité. Dans le fond, au début du rapport d'activité, ils mettent la légende. Donc, on a chacun des petits icônes qu'on va vous envoyer, puis à côté, il y a un petit encadré avec une phrase qui explique chacun des critères. Donc, ils mettent cette légende-là au début du rapport d'activité. Puis après ça, on retrouve, dans le fond, justement, à côté des différents textes, les différents sceaux. Donc, ça, on va vous le faire parvenir là, vraiment par courriel là, suite au webinaire d'aujourd'hui. Revenir rapidement sur les témoignages. Attends, Maya. Excuse-moi, oui. Juste finir pour les sceaux de l'ACA. Pour ceux qui vont faire le rapport d'activité chez des infographes, on a différentes versions des sceaux de l'ACA. On les a en format, là, je suis très technique, là, mais on les a en format JPEG, en format EPS. Fait que, vous pouvez nous écrire en disant, moi, si votre infographe dit, je veux les mettre, mais il veut un format en particulier des sceaux, faites juste un petit coucou à la Troquelle, puis on va vous les faire parvenir sans problème. Il y a Nathalie qui a apporté des suggestions. On les prend en note. Des fois, c'est un peu la frustration de voir, c'est ça, que le financement à la mission finance une petite part. Puis c'est pour ça que je dis pensez-le en fonction de vos membres. Puis intégrer les éléments qui sont obligatoires à mettre pour votre bailleur de fonds. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il faut le penser d'abord et avant tout en fonction des membres de votre organisme, évidemment. Pour les témoignages, juste un tout petit commentaire. Tu sais, souvent, je vois qu'il y a des sections témoignages qu'on retrouve à la fin du rapport d'activité. C'est intéressant, mais souvent, est-ce que le bailleur de fonds va les lire, ces témoignages-là, si c'est une section juste à la fin? Des fois, c'est sympathique d'en intégrer à l'intérieur même, tu sais, dans des sections par rapport à la section sur des activités, d'intégrer des petites bulles de témoignages directement en lien avec les activités. Donc, oui, on les lit, puis ça permet de faire les liens directs entre l'activité et la retombée qu'il peut y avoir. C'est juste une suggestion comme ça. Vous êtes libre de le faire comme vous voulez, évidemment. Donc, comment répondre aux obligations légales en préservant vos couleurs? Là, j'ai mis le petit cahier bleu pour les groupes au PSOC, au ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est votre petite Bible quand vous faites votre rapport d'activité. J'ai contacté là, des personnes de d'autres ministères, entre autres familles, éducation. Il n'y a pas de guide
comme nous, on a de cette manière-là. Donc, évidemment, je tiens à spécifier que les obligations varient d'un ministère à l'autre. Certains ministères, comme famille, ont un formulaire à remplir par rapport à certains éléments. Au niveau des groupes en éducation, il y avait les plans d'action plus détaillés. Bon, il y a différentes variantes. Pour les obligations, actuellement, on va y aller avec ce qui est PSOC parce que ça répond pas mal à l'ensemble de ce qu'on doit retrouver dans un rapport d'activité, mais fiez-vous aussi beaucoup à votre ministère. Oui, Chantal, effectivement, le problème avec cette Bible est comme la vraie, il y a matière à interprétation, j'aime ça. Effectivement, il y a matière à interprétation, mais d'où le rôle de la troquelle aussi de faire du travail de représentation puis essayer de voir est-ce qu'on s'entend sur la même vision de ce qui est écrit dans l'interprétation qu'on en a. Donc, voilà. Ça va, Hugo? Est-ce que j'ai manqué des commentaires? Non, ça va. C'est déjà répondu. Parfait. Génial. Donc, on va poursuivre. Un élément quand même important, la mission. Votre mission que vous indiquez dans votre rapport d'activité doit être conforme à celle qui est indiquée dans vos lettres patentes. OK? Je vous invite fortement à sortir vos lettres patentes. Parce que souvent, au fil des années, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on modifie un peu la formulation de notre mission pour la rendre des fois plus cute que comment être écrit dans les lettres patentes, pour rajouter des fois certains éléments. Un organisme existe depuis 15-20 ans, mais des fois, on répond à des nouveaux besoins. On n'a pas vraiment changé notre mission, mais on réalise que ce qu'on écrit dans notre rapport d'activité, puis quand on regarde nos lettres patentes, ça ne se ressemble plus. OK? Et là, il peut y avoir un problème avec votre bailleur de fonds parce que qu'est-ce que regarde votre bailleur de fonds? Vous êtes financé pour réaliser votre mission. Donc, il va vérifier quelle est la mission qui est inscrite dans vos lettres patentes. Et là, on pourrait arriver à un clash de dire, votre mission ne concorde pas, ce qu'on retrouve dans votre rapport d'activité. Puis il y en a qui ont eu ça dans leur lettre de conformité, que ça ne correspondait pas à la mission. Donc, c'est vraiment important de faire cette démarche-là, de comparer votre mission dans vos lettres patentes, celle que vous inscrivez dans votre rapport d'activité. Si jamais vous faites des modifications à votre mission, ça peut arriver parce qu'on évolue pour plein de raisons. N'oubliez pas de faire la demande des lettres patentes supplémentaires au registraire des entreprises du Québec. Et quand vous faites cette démarche-là, il faut les joindre également à votre bailleur de fonds quand ces modifications-là ont été faites. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Hugo, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? En fait, il y a, on disait, Gabriel du Tournesol, disait on essaie que le coût d'impression de nos rapports d'activité soit en noir et blanc alors que les sceaux de l'ACA sont en couleur. C'est une demande de nos membres. En fait, vous pouvez faire imprimer les sceaux de l'ACA en noir et blanc. C'est sûr que nous, on les a fait en couleur pour les différencier, mais quand on les imprime, on voit bien les textes qui sont dans les sceaux de l'ACA. Puis des fois aussi, on le voit de plus en plus, les organismes vont envoyer leur rapport d'activité par courriel. Et là, à ce moment-là, dans la version PDF de votre rapport d'activité, ils vont paraître en couleur. Mais il n'y a vraiment pas de problème à ce qu'il soit imprimé en noir et blanc si votre rapport d'activité, vous le faites imprimer comme ça. Nous, à la Troquelle, c'est exactement ce qu'on a fait l'année passée. Notre rapport d'activité est toujours en noir et blanc, sauf la page couverture. Puis, on voyait très bien les sceaux de l'ACA de cette façon-là. Puis pour le commentaire, Hugo, la rencontre possible du 6 pour clarifier les points d'ombre. En fait, je dirais qu'à cause de la COVID-19, probablement 21-22. Je n'ai pas l'impression que ça va être dans le haut de la liste actuellement. Par contre, le fait de faire la présentation aujourd'hui, puis le fait qu'on va renvoyer aussi, comme on avait fait l'année passée, des rappels de certains éléments de la reddition de compte, on va continuer à vous soutenir à ce niveau-là. Puis nous, on va continuer nos représentations pour être vraiment en mode reddition de compte et non pas en mode évaluation des rapports d'activité. Si vous vous souvenez, l'année passée, là, ça avait quand même fait un gros tollé et le 6 avait même fini par envoyer un courriel aux organismes en disant qu'on n'était pas en mode évaluation et tout. Donc, c'est sûr que nous, on va maintenir la pression pour rester à ce niveau-là. Puis, il y a eu des travaux aussi qui ont été faits au ministère de la Santé et des Services sociaux. On était censé avoir certaines clarifications qui descendent, mais là, c'est tout mis sur la glace en ce moment à cause de la COVID-19. Donc, c'est sûr qu'on est encore avec les mêmes critères que les autres années. Par contre, à la différence où l'équipe PSOC a vécu une première année l'année passée et la Troquelle va tout de suite continuer ses représentations pour être dans le mode reddition de compte.
Donc, ça va jusque-là. Donc, c'est ça votre mission, là. Je vous invite vraiment à sortir vos lettres patentes puis voir comment vous l'écrivez. Assurez-vous de la conformité entre les deux. Ben, puis même, Maya, je pousserais une petite affaire. Oui, Dans vos lettres patentes, dans vos règlements généraux et dans oui, votre rapport d'activité, ça oui. doit être la même mission. Parce que ça aussi, on l'a vu, qu'il y a 3 libellés de missions différents selon le document, alors que la mission devrait être tout le temps la même chose. Tout à fait. Donc, voilà, ça, c'était un petit rappel. Puis on peut même dire un fait vécu, même au niveau de la troquelle. Si vous Oui. vous souvenez de l'Assemblée générale annuelle, on n'arrête pas de dire dans nos formations de faire cet outil-là. Puis nous, on n'avait pas la conformité avec nos lettres patentes. Fait que l'année passée, on a dû faire une Assemblée générale extraordinaire pour tout mettre à jour. Donc, si ça vous arrive, dites-vous, c'est normal, c'est dans la vie d'un organisme, mais il faut juste y prêter attention. Des fois, il y a peut-être eu des transitions de personnel aussi. On l'a vu dans d'autres groupes, là. Une coordination est partie. Il y avait eu un processus qui avait été fait avant, qui avait été adopté en assemblée, mais après ça, les changements avaient pas été faits au registraire. En tout cas, bref, il y a plein de possibilités de situations. Donc, j'ai jeté juste un coup d'œil à ce niveau-là. Donc là, on passe vraiment dans les obligations légales. Donc, ce que vous devez, là j'ai mis en lettres majuscules, absolument inscrire dans votre rapport d'activité, parce qu'il y a une section qui c'est plus selon ce qui concerne votre organisme, mais ces éléments-là, on doit les retrouver. Donc, démonstration de la conformité entre les activités réalisées par l'organisme et les objets de sa charte, hein, vous comprenez, c'est écrit noir sur blanc dans le cahier du ministère. Donc, évidemment, on part, le bailleur de fonds part de votre charte pour s'en assurer et que l'organisme œuvre dans le champ de la santé et des services sociaux. Donc, l'organisme doit fournir une description des activités réalisées au cours de la dernière année. Donc, la nature des activités et le nombre d'activités. OK? Et là, tu vois, on dit fournir une description des activités. C'est là que nous, on vous dit, par rapport à l'action communautaire autonome, bien, on va au-delà de la description, mais on parle aussi des impacts, des processus, des retombées de ces activités-là, hein, pour mettre notre couleur, justement, à travers les obligations légales. Si vous avez des questions par rapport à certains éléments, n'hésitez pas pour les écrire. Ensuite, une autre section, c'est la démonstration d'un fonctionnement démocratique. Donc, la tenue des assemblées générales, les réunions du conseil d'administration. Donc, on doit retrouver dans votre rapport d'activité la liste nominale, donc nommer les membres du conseil d'administration. Ça, c'est souvent un oubli parce qu'on l'indique dans la demande de subvention. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais je l'ai déjà mis. Comme je vous disais, c'est 2 processus différents. Donc, on doit vraiment retrouver la liste des membres du conseil d'administration et leur provenance aussi. N'oubliez pas le 8e critère de l'ACA, l'indépendance avec le réseau public. Donc, on doit savoir d'où proviennent les membres. Donc, du secteur public, privé, de la communauté, des employés. Donc, à ce moment-là, il faut l'indiquer. Vous devez clairement indiquer le nombre de membres de l'organisme, le nombre de personnes présentes à l'Assemblée générale annuelle. Et là, il y a des gens qui disent oui, mais on met le procès-verbal. Fait que pourquoi on le met? Ben, en fait, je vous dirais que c'est juste une phrase de plus à mettre parce que c'est une exigence du ministère. Donc, vous avez juste à dire, quand vous écrivez dans votre rapport d'activité la date de l'Assemblée générale, ben, juste dire combien il y avait de personnes présentes. C'est ça. Voilà. Et pour les regroupements, bien, ça prend la liste des organismes membres, donc quand on est un regroupement. Puis je sais que c'est irritant. Ben, on l'a dit dans notre demande de subvention en janvier. Puis là, ben, en juin, il faut le réécrire. Pourquoi ils ne lisent pas les documents? Je vous dirais, on a fait des travaux pour rapetisser au PSA que vous avez vu, le formulaire a beaucoup réduit dans la dernière année. Mais reste qu'il y a certaines informations qui sont là pour faire la démonstration justement des critères de l'ACA puis des processus démocratiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a une importance qui est demandée à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, ça va jusque-là. Donc, ensuite, les éléments qui suivent, vous devez démontrer ceux qui correspondent à votre réalité, donc qui se déroulent dans vos organismes. Donc, démonstration de la contribution de la communauté à la réalisation des activités de l'organisme. Je le mets beaucoup en lien avec le critère de l'enracinement dans notre communauté. On peut faire ce lien-là facilement. Donc, est-ce qu'il y a une contribution en matière de ressources humaines? Est-ce qu'il y a un partage de ressources? Des fois, on le voit au niveau des adjointes administratives, à différents niveaux où elles travaillent dans différents organismes.
Contribution en matière de ressources matérielles. Est-ce que vous prêtez vos locaux ou est-ce que vous avez accès à des locaux qui vous sont prêtés par d'autres organismes ou d'autres partenaires? Contribution en matière de ressources financières, les dons, les revenus, campagne de financement. Encore là, vous dites, oui, mais c'est dans nos états financiers. Oui, mais c'est important de démontrer dans votre rapport d'activité, dans le fond, ces contributions-là, qu'est-ce que vous avez mis en place justement dans les différents processus? L'année passée, il y avait la TCRA PHL qui avait créé un outil au niveau justement du financement qu'on vous avait fait parvenir en même temps que les sauts de l'ACA, justement, des fois pour démontrer l'apport du financement à la mission globale versus l'autofinancement versus les autres bailleurs de fonds. Hein, ça peut être une illustration justement des fois pour dire, bien, notre financement à la mission, pourquoi on demande un rehaussement? Bien, parce qu'actuellement, on doit combler par plein d'autres façons. Et en lien avec cet élément-là, bien, ça peut vraiment être une belle illustration justement de l'importance de rehausser le financement à la mission. On peut aussi parfois se servir du rapport d'activité pour certaines mobilisations un petit peu plus molles, mais qui sont documentées. Hugo Richard avait mis une question. Ah, ça a l'air qu'il neige dehors, oui, effectivement. Donc, je vois tout le monde regarder par la fenêtre, j'aime ça. Donc, est-ce qu'il faut nommer, le nombre d'activités? Est-ce que la même activité, exemple café rencontre, utilisée 20 fois dans l'année, compte pour 20 activités? Bien, en fait, ça peut être dire que vous avez des cafés rencontres, puis il y en a eu 35 dans l'année ou 42 selon le nombre que vous avez eu. Vous pouvez l'indiquer de cette façon-là. Parfait. OK, je lisais le commentaire. Donc, ça va jusque-là. Ensuite, contribution par l'entremise d'un réseau de bénévoles et de militants. Donc, si vous avez des bénévoles, c'est important d'inscrire le nombre de bénévoles. Souvent, vous les nommez. Souvent, il y a une liste, puis vous rendez bien hommage à vos bénévoles dans votre rapport d'activité, mais c'est important d'indiquer le nombre de bénévoles que vous avez. Donc, est-ce qu'il y a des contributions sous forme de publicité gratuite dans un autre réseau? Est-ce que vous êtes dans les botins municipaux auprès d'autres organismes? Donc, de le mettre de l'avant. Contribution par l'entremise. Est-ce que vous avez des dépliants qui sont dans d'autres organismes? Dans le fond, c'est de démontrer que vous êtes enraciné dans votre milieu, hein, que vous avez des liens avec d'autres organismes aussi. Donc, c'est simplement de le mettre de l'avant. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez aussi indiquer où vous êtes membre. Hein, si vous êtes membre de différents regroupements, tables de concertation, vous pouvez en parler aussi. Tout à fait. Il y avait une question, est-ce préférable de les mettre aussi, les bénévolats? Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont chiffrer l'impact des bénévoles sur les organismes, donc d'où l'heure de bénévolat. Il n'y a pas de directive claire, mais c'est sûr que ça peut être une belle illustration de dire sans les bénévoles, là, notre organisme ne pourrait pas faire ça. Fait que pour illustrer, ça peut vraiment être une belle façon, mais ce n'est pas tous les comptables qui sont prêts à le faire. Il y a des comptables qui ne veulent pas faire cette estimation-là, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement de salaire attribué. Fait que donc, mais en même temps, si on est plus en mode heure de bénévolat, habituellement, ça passe plus. Mais il y en a qui vont jusqu'à chiffrer, des fois en disant, ben, par rapport au salaire minimum, ça donnerait ça comme impact sur l'organisme. Donc, en fait, moi, je dirais que toutes les façons d'illustrer l'impact ou les... ben, soit l'impact ou soit ce que ça veut dire, justement, toutes ces contributions-là, ça peut être une bonne façon d'illustrer. Tout à fait. Donc, ça va jusque-là. On passerait au prochain élément qui est la démonstration du dynamisme et de l'engagement de l'organisme dans le milieu et de la concertation avec les ressources du milieu. Donc, indiquer quand vous participez à des tables de concertation. Je vous dirais même, il y en a beaucoup dans les dernières années là, qui m'interpellaient en disant « Oui, mais là, on a dû faire des choix au niveau des concertations. On a fait une réflexion, puis on est arrivé à telle décision. » Expliquez-les dans votre rapport d'activité le processus. Tu sais, pourquoi vous avez fait ces choix-là de priorisation? Pourquoi vous avez dû couper dans vos choix de concertation? Ça fait partie de vos réflexions, ça fait partie de votre histoire, de vos réalités aussi. Donc, gênez-vous pas pour l'inscrire à ce moment-là. Parce que des groupes qui se sont fait dire « Ouais, mais vous étiez partout, là, vous n'êtes plus nulle part », mais des fois, il y a une situation d'organisme qui l'explique également. Place occupée par des membres de la collectivité. Donc, est-ce que vos membres, vous avez des comités de travail? Et j'insiste beaucoup sur des comités même informels.
pas obligé d'être un comité formel, mais vous avez des membres qui se rassemblent pour organiser une activité, bien, ça démontre aussi votre vie associative, l'espace que vous laissez à vos membres. Donc ça, n'hésitez pas à ce niveau-là. Donc, concertation avec différents intervenants issus d'instances gouvernementales ou autres. Donc, c'est vraiment toutes vos concertations au sens large avec d'autres organismes communautaires. Disponibilité pour la communauté. Oui, lui, l'année prochaine, vous allez clairement le démontrer, même que ça a commencé avant le 31 mars, mais quand il y a des inondations, le COVID-19 en ce moment, comment on s'ajuste en tant qu'organisme pour appuyer nos communautés? Hein? Donc, n'oubliez pas la section COVID-19 parce que vous êtes tous adaptés. Certains, oui, vous restez dans votre mission, mais vous élargissez pour répondre à un besoin. Normalement, vous n'y répondez pas, mais là, la communauté en a besoin. Donc, tout ce rôle-là que les organismes communautaires autonomes jouent, c'est important de le démontrer également. Production et achat de matériel ou participation des activités communes avec d'autres organismes. Donc, vous voyez un peu là, cette section-là, tout ce qui est dans l'implication que l'on va démontrer. Il y avait une question sur les formations. Oui, effectivement, vous pouvez inclure quand il y a des formations qui sont suivies par la coordination, par le conseil d'administration, si vous en offrez à vos membres, c'est important de le mettre de l'avant également. C'est justement dans le prochain élément, quand on parle de la démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu. Oui. Merci, Hugo. Donc, démonstration des réponses apportées aux besoins du milieu. Accessibilité, ça, c'est souvent oublié aussi dans le rapport d'activité. C'est vrai qu'on n'y pense pas instinctivement d'inscrire nos heures d'ouverture, nombre de jours, de soirs, de semaines, de mois. Je vous dirais, ça peut aller. Souvent, on a la mission de l'organisme. Au début du rapport d'activité, on peut inclure nos heures d'ouverture, l'accessibilité pendant l'année. Donc, ça peut être un bon moyen de l'inclure au début du rapport d'activité, mais il ne faut pas l'oublier. Puis des fois, c'est l'accessibilité au sens large. C'est oui, le local est ouvert de telle heure à telle heure, mais en même temps, ça peut être aussi, on a un site web, on a une page Facebook, on prend des fois les appels à distance. Ces aspects-là qui des fois sont moins visibles, mais qui vous demandent quand même un certain temps, on peut le mettre au niveau de l'accessibilité. Tout à fait. Oui, puis il y en a qui se sont fait souligner dans les lettres, effectivement, parce que ça fait partie des obligations légales de l'inscrire. Ensuite, activités et outils d'information, de consultation, si vous avez des dépliants, réunions d'information, de sensibilisation, bulletins, donc ça, mettez-les de l'avant. Séminaires, site Internet, sessions de formation, voilà, ça rejoint la question d'Elisabeth tout à l'heure au niveau des formations. Le lien entre les activités réalisées et les services offerts et les besoins de la communauté. Donc, on le dit souvent, les organismes sont à même d'identifier les besoins de la communauté parce que vous êtes proche de vos membres, il y a un sentiment d'appartenance et tout. Donc, ça, c'est important de le démontrer. S'il y a eu des besoins particuliers que vous avez identifiés pendant l'année qui fait que ça a pu modifier certaines de vos activités, même pour vous adapter, oui, le mettre de l'avant. Et le territoire couvert, ça aussi, souvent, on ne le retrouve pas. On peut le retrouver dans la même section que la mission de l'organisme, indiquer quel territoire est couvert par l'organisme. Donc, juste important de bien l'intégrer. Nathalie, tu disais d'avoir une section l'année prochaine sur la COVID. Oui, effectivement, la Troquelle, on va en avoir une section COVID parce que ça a eu des impacts là, justement à différents niveaux. Là. Ensuite, démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu. Ça, c'est les deux, peut-être les deux points qui peuvent porter des fois à interprétation un peu. Hein? Donc, quel est le nombre de personnes rejointes par les activités grand public de l'organisme? Donc, sensibilisation, activités médiatiques, forums, conférences, publications. Ça inclut, Hugo, si je ne me trompe pas, la portée de la page Facebook? Oui, exactement. C'est une façon de démontrer le grand public. Quand on est sur nos pages Facebook, là, on peut avoir les statistiques. Bien, ça peut être une façon de parler justement de comment vous rejoignez de façon grand public. Dans le journal aussi, à combien de portes c'est distribué. C'est sûr que ce nombre-là, c'est difficile d'avoir un nombre très précis.
Là, on s'entend, c'est beaucoup une évaluation du nombre de personnes que vous avez pu rejoindre un Des jour. fois, il y a des organismes qui font des activités, entre autres dans les écoles. Ils disent, on ne compte pas le nombre de jeunes qui s'arrêtent à la table. Non, effectivement, mais vous pouvez dire que dans cette école-là, il y a environ 1 millier d'élèves. Vous avez été présent sur 4 heures de dîner, donc il y a un potentiel de toucher toutes ces personnes-là. On le sait que vous ne trouverez pas avec ce chiffre-là l'impact de combien de jeunes ont été touchés, mais ça permet de voir d'une certaine façon votre rayonnement. Fait qu'il faut vraiment le voir comme ça, cette question de nombre de personnes rejointes par les activités grand public. Puis vraiment, ne serait-ce que le Facebook peut être une belle façon d'en faire la démonstration pour ceux qui se disent, nous, on ne fait pas nécessairement de grands rassemblements. Non, mais il y a d'autres façons que vous rayonnez. C'est le nombre de dépliants distribués aussi. Si vous aviez 500 dépliants au début de l'année puis il vous en reste 40, ça, c'est le genre de données qu'on peut avoir, mais on est conscient que ça ne peut pas être un nombre très précis et exact. Là. C'est juste important que ça soit cohérent dans vos différents outils. Là, quand vous mettez un nombre, que ça reste le même, le même nombre. Donc, voilà. Ensuite, le nombre de personnes rejointes par les activités individuelles et les activités de groupe de l'organisme. Est-ce que tu veux l'expliquer, Hugo, un peu celui-là aussi? Oui, en fait, lui aussi porte beaucoup à interprétation. Puis on le sait que le réseau public aurait beaucoup aimé lire nombre de personnes rejointes différentes ou nombre de personnes différentes, mais le libellé n'est pas là. Puis ça, on s'était défendu comme mouvement communautaire. Donc, c'est vraiment... dans le fond, il y a plein de façons de l'interpréter, mais nous, ce qu'on vous dit, c'est essayer d'utiliser les termes qui sont présents dans la définition, la relation d'aide, l'écoute téléphonique, le suivi individuel. Puis des fois, vous ne pouvez pas dire le nombre de personnes rejointes exactement en disant la relation d'aide. Parfois, ça se passe de façon informelle. Dans mon milieu de vie, on a différentes activités, puis les intervenants vont des fois prendre le temps de parler avec un jeune ou avec une personne. Fait que si vous n'êtes pas capable de mettre le nombre de personnes, au moins d'expliquer de façon qualitative. Mais c'est sûr que ce qu'on souhaite dans ce bout-là, c'est d'avoir un petit peu d'informations. Donc, si vous avez, par exemple, dans vos cafés-rencontres, vous avez pris les présences, vous pouvez écrire en moyenne 8 personnes participent à nos cafés-rencontres. L'idée, c'est vraiment de donner ces informations-là. Puis nous, on dit, essayez de vous en tenir à la définition qui est là, ou des fois par bloc d'activités. Si vous faites des activités culturelles, des activités sportives, des activités de soutien, artistique, c'est ça, ça peut être une façon. Puis, idéalement, quand on va dans ce volet-là, de faire le lien avec la santé et les services sociaux. Parce que des fois, l'activité de loisirs ou l'activité de sport, ça amène les jeunes à avoir des discussions entre eux et c'est là le moment de faire des fois des liens avec votre mission aussi. C'est là que je vois le défi. Moi, quand je lis les rapports d'activité, quand on donne ces données-là, parfois on oublie de les faire parler. Donc, c'est là qu'on peut intégrer peut-être un témoignage ou intégrer un saut de la CA ou donner un peu de sens, action communautaire autonome autour justement de la description très technique puis du nombre d'activités, mais c'est ça, de parler de vos processus, ça peut être le moment de l'intégrer. C'est ça, je m'allais dire, les processus sont importants, parce que des fois, un chiffre ne représente pas l'engagement que ça a donné. Mais dire, par exemple, je vais donner un exemple de centre de femmes qui ont des cafés-rencontres, mais qui suivent sur 2 mois où ils ont un groupe fermé, mais ces 8 personnes-là vivent un gros processus d'empowerment. De le nommer, de l'expliquer un peu, ce travail-là qui est fait par les membres parce que justement, on mise sur le qualitatif puis on mise sur l'engagement qu'on a auprès de ces personnes-là. Donc, c'est une belle façon de donner une vitrine à ça puis qui ne repose pas juste sur les chiffres à ce moment-là. Tout à fait. Et pour les maisons d'hébergement et les organismes de justice alternative, le taux de fréquentation doit être indiqué dans le rapport d'activité. C'est ça, Marie-Chantal. Pour les maisons de jeunes, nous avons recommandé de mettre au moins X activités formelles ou non par année. Le X correspond au jour d'ouverture où nos actions sont toutes en santé et services sociaux. C'est une façon d'illustrer. Puis justement, des fois, la force du regroupement, on peut dire on va donner cette information-là de cette façon-là. Comme ça, on enlève un peu l'ambiguïté autour des chiffres qui sont demandés par le nombre de personnes rejointes.
là, il est 10h15. On a terminé tout ce qui est la partie obligation légale. Si vous voulez, moi, j'aurais un petit 10 minutes de trucs un peu conseils. Est-ce qu'on continue, Hugo, juste pour un petit 10 minutes? Ah Est-ce que oui, si on le prend? De toute façon, il va être enregistré. Si jamais vous devez quitter, vous pourrez l'écouter par la suite. Mais en 10 minutes, je pense qu'on devrait être pas pire là, pour finaliser là, la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on en a parlé un peu au début, mais faites de votre rapport d'activité votre carte de visite. Parce qu'il y a le rapport d'activité, puis souvent, il y a le cahier d'AGA aussi. Hein? Le cahier d'AGA, on va retrouver l'avis de convocation, le procès verbal de la dernière assemblée, le rapport d'activité. On peut retrouver les perspectives, les orientations, le plan d'action, les prévisions budgétaires. Bien, il y a deux options. Vous pouvez faire ce cahier d'AGA-là ou vous pouvez décider de faire votre rapport d'activité, puis l'ensemble de ces documents-là, de les mettre en feuilles séparées, là, qui ne sont pas boudinés ou rattachés au rapport d'activité, afin de pouvoir justement utiliser votre rapport d'activité au-delà de l'Assemblée générale annuelle. Et puis, c'est plus valorisant, c'est plus le fun de le travailler aussi de cette manière-là, de dire, bien, on peut l'utiliser également autrement. Hugo, est-ce qu'il y avait des commentaires que tu voulais répondre? oui. Je suis en train de faire quelques réponses en direct, mais si tu veux continuer de faire la présentation, puis je ferai un résumé des questions après. OK, génial. On continue comme ça. On peut changer le... Super. Donc, quelques étapes pour vous aider à préparer votre rapport d'activité. Ça peut être sympathique de prendre votre rapport d'activité de l'année dernière avant de commencer à faire le nouveau. Puis juste de regarder un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous démontrez bien ce qu'est l'action communautaire autonome? Est-ce que vous avez bien indiqué les critères si vous voulez les mettre, où vous pourriez mettre les sauts? Quelle utilisation vous faites des statistiques, des chiffres, les faites-vous parler? Donc, peut-être juste prendre un petit recul pour regarder, prendre quelques notes dans votre ancien rapport avant de commencer le nouveau. Le but n'est pas de tout changer en même temps ou de tout changer dans la même année, mais juste de faire une petite réflexion à ce niveau-là. Si vous avez un membre qui aime ça lire puis qui aime ça donner ses commentaires, bien, pourquoi pas lui demander de lire le rapport d'activité puis de vous donner un peu ses commentaires. Est-ce qu'il l'a trouvé intéressant, oui ou non? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour le rendre encore plus intéressant? Donc ça peut être sympathique également. Comme je disais, ce n'est pas nécessaire de tout changer en même temps. On peut y aller graduellement, mais prenez quand même le temps de regarder votre rapport de l'année d'avant. Si vous avez reçu votre lettre de votre bailleur de fonds, de regarder avec votre rapport d'activité, prendre des notes avant de vous plonger dans le nouveau. Il y avait Richard qui disait à vous écouter, on va doubler le page de notre rapport d'activité. Ce n'est pas ça le but. C'est vraiment d'aller sur les éléments qui sont comme obligatoires de la reddition de compte. Puis Richard dit on perd notre côté autonome. Ben, en fait, l'autonomie, l'idée, l'importance, c'est vraiment d'aller dans les éléments qu'on doit faire la démonstration pour la reddition de compte, puis de garder la façon qu'on va le présenter pour que ça parle à nos membres avant tout aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des éléments, puis on ne le cachera pas, il y a quand même certains éléments contraignants dans les éléments qu'on doit présenter. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus possible parlant à vos membres, puis qui vont vous permettre de rayonner comme organisme communautaire. Oui, puis le but, c'est vraiment pas d'avoir plus de contenu ou de texte, mais il y a moyen de l'amener un peu différemment, là, comme tu disais, Hugo, par les sauts et tout ça, par des photos, par une bulle de témoignage, même de simplifier à la limite, mais de le rendre plus aux couleurs de l'action communautaire autonome. C'est vraiment l'objectif qu'on a, de ne pas alourdir non plus, là. OK, on était rendu mettre en place des outils pour vous faciliter la tâche. Je suis portée à dire qu'un rapport d'activité, ça se travaille d'une année à l'autre, hein, pas juste un mois ou quelques semaines avant la rédaction du rapport d'activité, mais de mettre des outils en place toute l'année. C'est une petite fiche à chaque activité, quels ont été les impacts, les retombées, est-ce qu'il y a un petit témoignage qui est ressorti, puis vous serrez ça dans une filière ou un dossier informatique pour y mettre tout au long de l'année les informations qui pourraient être pertinentes pour rapport d'activité. Ayez un dossier rapport d'activité dans votre serveur, par exemple, puis allez déposer les documents qui pourraient être intéressants. Faire du rapport d'activité une œuvre collective. Je vois souvent beaucoup de coordination qui portent tout le poids sur leurs épaules au niveau de la rédaction du rapport d'activité. Là, cette année, c'est peut-être plus compliqué, puis ça se travaille aussi, surtout sur une année, mais
On a des organismes qui ont fait un petit comité membre qui font la rédaction, qui apportent leurs idées sur tout ce qui touche les activités auxquelles ils participent. Donc ça peut être hyper intéressant également de les impliquer dans des sections spécifiques du rapport d'activité. Ça développe le sentiment d'appartenance aussi. Ils vont avoir le goût beaucoup plus de participer après ça à l'Assemblée générale si on participe au rapport d'activité. C'est d'accepter de lâcher prise un peu, c'est d'accepter de donner une place à nos membres dans cette réalité-là, mais c'est tout à fait possible de le faire. Là. Il y a des groupes qui l'ont fait où ça a super bien fonctionné. Donc, c'est seulement des idées qu'on vous lance. Avez-vous pensé à un étudiant en infographie pour revoir le format de votre rapport d'activité? Il y en a qui ont des projets de fin de cours à faire pour faire la mise en page. Des fois, on a des adolescents aussi qui aiment ça. J'ai vu 2 organismes qui ont fait ça. Ils ont donné le projet à leur ado de mise en page et tout ça, puis ça a donné des super beaux résultats. Bref, ne pas se gêner pour demander autour de nous. Ensuite, voir la rédaction du rapport d'activité comme un temps d'arrêt pour faire un bilan de l'année. Si au lieu de le voir, je sais là, que c'est lourd, puis ça prend du temps et tout ça, mais quand même, vous avez sûrement le sentiment de fierté quand vous terminez votre rapport d'activité puis vous le regardez de dire « Aïe, aïe, on a fait tout ça cette année. Hein? » Donc, c'est vraiment le moment de voir ça comme un moment pour écrire un peu l'histoire de l'organisme, de prendre du recul, de regarder le travail qui a été fait. Donc, c'est vraiment un élément de fierté pour les membres, mais aussi pour toute l'équipe de travail pendant l'année. Ça, je pense qu'on ne l'utilise pas, on se valorise pas assez dans ce rôle-là, mais c'est important de le faire. Et toute la notion de se donner le temps de le faire. Il n'y a toujours pas de robot qui va faire notre rapport d'activité pour nous. Et par chance, il faut se bloquer du temps à l'agenda, comme si vous aviez un rendez-vous. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à la Troquelle, de dire, ben écoute, ces journées-là, c'est comme si on avait un rendez-vous avec le premier ministre, on ne peut pas le tasser de place de la rédaction qu'on fait. Donc, bloquez-vous des plages dans votre agenda pour le faire. Prévoyez le temps nécessaire pour la relecture, les corrections, l'impression. Avez-vous pensé à faire lire votre rapport d'activité par quelqu'un d'extérieur? On a des groupes entre eux qui se font lire leur rapport d'activité l'un l'autre pour prendre les commentaires. Donc, ça peut être intéressant aussi de le faire de cette manière-là. Je vous lance plein d'idées en vrac. Est-ce que le rapport d'activité est accessible pour vos membres? Parce que souvent, si on l'écrit pour notre bailleur de fonds, parfois, on va faire peut-être un peu moins attention au langage qu'on va utiliser. On va l'utiliser plus pour nos bailleurs de fonds, mais pensez à vos membres. Est-ce que c'est accessible pour vos membres? Pour les personnes qui fréquentent vos organismes. Le côté visuel, bon, pour les personnes qui ont des difficultés de lecture est important, évidemment. L'utilisation des photos. L'écriture simple, le plus possible, ça facilite beaucoup la compréhension du rapport d'activité. Il me reste une petite dernière. Je vais prendre une gorgée, j'ai plus de voix. Donc, le rapport d'activité doit mettre en relief ce qui rend l'organisme unique. Donc, c'est votre couleur. Tu sais, des fois, on nous dit, mais ça ne serait pas plus simple d'avoir un modèle unique, tu sais, qu'on a juste à remplir avec les obligations et tout ça. Puis moi, je dis non. Justement, la beauté de la chose, c'est de mettre votre couleur à vous, de votre organisme, de tout ce qui se vit dans l'organisme doit transparaître à travers le rapport d'activité. Donc, démontrer vos réalisations, vos pratiques, vos approches et mettre ça de l'avant, comment ça s'est concrétisé dans l'organisme. Donc, ça devienne un peu votre outil à vous également. Donc, voilà. Hugo, est-ce que tu voulais... Ben, au niveau, j'ai pas mal répondu aux questions qu'il y avait dans le chat. Il y avait un élément plus par rapport à est-ce qu'on doit parler de la partie budgétaire dans le rapport d'activité. Comme on disait un peu plus tôt, hein, faire la démonstration d'où proviennent les revenus de votre organisme, ça, c'est demandé. Donc, c'est une bonne idée de faire un petit résumé dans le rapport d'activité. Puis après ça, ben, vous joignez les documents de vos comptables. Donc, l'idée par rapport au rapport d'activité, puis on le répète, hein, ce n'est pas d'alourdir, mais c'est de répondre aux bons éléments de la reddition de compte. Puis, on vous invite vraiment à prendre soit votre convention dans laquelle c'est indiqué les éléments de reddition de compte ou les brochures qui en font la démonstration, puis de juste valider si vous avez les points qui sont demandés. Puis, l'idée, c'est vraiment de faire rayonner, puis dans un mode de reddition de compte, hein,
C'est vraiment l'idée de présenter vos réalisations puis votre organisme finalement. Oui, démontrer, Jacques dit démontrer, c'est le moment de démontrer notre caractère unique. Effectivement, tout à fait. Donc, voilà, pour nous, ça fait le tour de notre webinaire du jeudi. On espère que ça a pu répondre à vos questions. En même temps, on va faire, comme je vous disais, on va vous faire parvenir, on va faire le courriel aujourd'hui, Hugo, hein, pour tout ce qui touche réduction de compte. Ça va être un courriel spécifique réduction de compte? Je pense que oui. Ah non, oui. Ou dans le courriel. En tout cas, on va. Oui, non, ça va être dans le courriel quotidien, juste pour ne pas démultiplier la quantité de courriel. OK. Donc, dans le courriel quotidien, vous allez avoir un petit résumé et les outils, justement, nécessaires en pièce jointe. Et entre-temps, si vous avez des questions, gênez-vous pas hein, sur la réduction de compte quand vous allez rédiger votre rapport d'activité. Vous pouvez nous contacter à la Troquelle sans problème. On est là pour vous soutenir, vous accompagner, répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas par courriel. Je pense que c'est plus simple en ce moment de nous écrire un courriel. Puis à ce moment-là, on peut vous rappeler ou vous répondre par courriel si c'est possible. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, n'oubliez pas le petit courriel quotidien que vous avez reçu ce matin. On vous a lancé un petit défi avec la reconnaissance des gens de notre mouvement communautaire. Donc, n'hésitez pas à aller répondre à ce petit défi-là. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye, bonne journée. Bon congé aussi. Hugo?